Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde m'entend bien. Mon nom est Laurent Mespa, je suis facilitateur francophone pour ce cours en ligne sur la consommation et la production durable. Donc nous commençons la 4e semaine de ce cours. Nous sommes exactement à la moitié de ce cours. Bienvenue à tous les participants qui sont là aujourd'hui. Cette semaine, le thème de la semaine, c'est de rendre durables les principaux secteurs de production dans l'agriculture, la sylviculture et la pêche. Alors, nous avons présenté la consommation et la production durable dans les cadres politiques internationaux et nationaux. La semaine dernière, on s'intéressait à la question des cadres politiques et du plan de 10 ans pour la consommation et la production durable. Le cours de cette semaine sera axé sur l'intégration de la consommation et la production durable dans les secteurs clés de production. Nous allons identifier les points d'accès d'amélioration pour la durabilité écologique, économique et sociale dans l'agriculture commerciale et de subsistance, la sylviculture et la pêche. Dans les sujets de discussion et les travaux individuels, vous serez amené à étudier comment améliorer la durabilité dans chacun de ces secteurs dans votre pays, ainsi qu'à évaluer la façon dont ces actions peuvent contribuer à la mise en œuvre de plans d'action pour la stratégie pour la biodiversité et la réalisation des objectifs de développement durable dans votre pays. Donc aujourd'hui, nous avons un expert qui est invité, qui est venu pour nous parler, que je vais présenter. C'est Monsieur Nicolas Petit, qui est conseiller principal en matière des produits de base au programme des produits écologiques du PNUD auprès des activités. Donc pour des activités de projets dirigés vers le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Libéria et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Nicolas Petit est titulaire d'un master en sciences en agriculture tropicale de l'Université libre de Bruxelles et un master en sciences en études de développement de l'École d'études orientales et africaines à Londres. Il a 20 ans d'expérience dans le développement durable en mettant avec une spécialisation sur les produits agricoles, les questions de production durable en agriculture, les moyens pour les moyens de subsistance en milieu rural et les marchés du travail rural. Il a travaillé dans différents pays pour la Commission européenne, les Nations unies et diverses organisations non gouvernementales, y compris par exemple 4 ans sur les questions sur le café en Éthiopie, 2 ans sur le coton au Brésil. Dans son poste précédent, Nicolas Petit a été directeur des normes et d'assurance pour l'initiative Better Cotton, une initiative multipartite axée sur la promotion de pratiques de production plus durables dans le secteur du coton. Nicolas Petit est actuellement basé à Hong Kong, d'où il va nous faire sa présentation. Alors, bienvenue à tout le monde, bienvenue à Nicolas Petit. Donc, vous aurez à peu près une demi-heure ou 3/4 d'heure maximum pour faire la présentation. L'audience qui est à peu près, je crois qu'on a à peu près, on a 19 participants présents en ce moment. Qui sont invités après la présentation à poser des questions. Alors, vous pouvez vous lever votre main. Pour l'instant, donc votre microphone ne vous permet pas de parler. Je vous donnerai la parole après la présentation à ceux qui le demandent.
De plus, vous pouvez aussi poser vos questions par écrit. Comme vous le voyez sur l'écran, vous pouvez taper vos questions. Et enfin, n'oubliez pas de participer aux discussions pendant la semaine, aux questions sur le cours en ligne. Alors, bienvenue Nicolas Petit et je vous donne la parole. Merci beaucoup Laurent pour les présentations. Et bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis conseiller principal au programme des Nations Unies pour le développement sur les produits de base durables. Et je vais vous présenter aujourd'hui, dans le cadre de comment rendre plus durables les secteurs de production clés, un cas spécifique en termes une matière première dans un pays. Donc, je vais vous parler de l'huile de palme en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Alors, juste pour un petit rappel, je crois que ça a été présenté la deuxième semaine, mais le Green Commodities Programme du PNUD travaille sur plusieurs matières premières dans plusieurs pays actuellement. On a un portefeuille mondial d'activités. On travaille sur le palmier à huile en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Indonésie, au Libéria, en Côte d'Ivoire, au Pérou, en Équateur. On travaille aussi sur le bétail au Paraguay. Sur le cacao en Côte d'Ivoire, Ghana, République dominicaine, Équateur et Pérou. Et on travaille aussi avec la pêche au Costa Rica, Philippines, Indonésie, et sur le soja au Paraguay, et également sur le café au Pérou et en Équateur. Et finalement, on a également une plateforme au Costa Rica sur l'ananas. Donc ça, c'est un peu pour vous donner une idée des endroits où on travaille et sur quelles matières premières qu'on essaie de rendre plus durables. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est en termes de contenu, je vais d'abord faire une courte introduction sur l'huile de palme, présenter également les impacts sociaux et environnementaux de l'industrie, en conséquence les réponses des entreprises, du gouvernement et ainsi d'autres parties prenantes par rapport à ces impacts. Et ensuite, on va rentrer plus dans le détail de la Papouasie-Nouvelle-Guinée particulièrement. Et on va clôturer la présentation avec une explication du soutien que le PNUD apporte au gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée sur ces questions. Donc, commençons directement sur l'huile de palme. L'huile de palme, beaucoup d'entre vous la connaissent soit directement, soit indirectement, parce qu'elle est utilisée dans une très grande variété de produits finis, et on peut la trouver dans la moitié des produits présents dans les rayons de supermarché. Ça peut aller de la margarine, des pâtes à tartiner, des céréales, des chips, des bonbons, des chocolats, mais également des lessives, des cosmétiques. Et comme vous voyez sur le graphique qui est en anglais malheureusement sur votre gauche, du moment où vous vous levez le matin jusqu'au moment où vous allez vous coucher, vous utilisez certainement de l'huile de palme quand vous prenez votre douche, vous vous brossez les dents, vous prenez votre petit déjeuner, vous vous habillez, vous maquillez, vous prenez votre dîner, ou quand vous faites la lessive. Donc c'est vraiment un produit qui est utilisé par la plupart des consommateurs, et d'où son importance et un peu pourquoi on a décidé de présenter l'huile de palme aujourd'hui. L'huile de palme est originaire d'Afrique occidentale. Et à l'époque, c'était exploité traditionnellement comme culture vivrière sur des petites structures agricoles depuis des milliers d'années. Et les palmiers à huile ont été introduits en Asie du Sud-Est par des négociants au début du 19e siècle, en particulier en Indonésie et en Malaisie, où le climat était propice à sa croissance. Et la production à grande échelle de l'huile de palme a commencé vraiment au cours des 40 dernières années à cause de la forte demande mondiale sans cesse grandissante pour l'huile de palme. Il faut savoir que l'Indonésie et la Malaisie produisent actuellement, sont les deux plus grands producteurs mondiaux, et ils produisent approximativement 85% de la production d'huile de palme. Et en termes de consommateurs, les plus grands consommateurs sont l'Inde, la Chine, l'Indonésie et l'Europe. Alors, l'huile de palme peut avoir un certain nombre de bénéfices. Et également en participant à la réduction de la pauvreté. Donc, par exemple, j'ai donné un exemple ici de l'Indonésie, qui est le principal pays producteur, où le revenu moyen pour une plantation de palmier à huile peut atteindre 2500 $ par hectare, contre seulement 250 $ pour une plantation de riz.
Et dans ce pays, entre 2 et 3 millions de personnes sont impliquées dans l'industrie. Donc, on peut voir directement l'impact en termes de réduction de la pauvreté. Alors, aussi, l'huile de palme offre la possibilité d'être viable économiquement et plus durable que d'autres huiles végétales parce qu'elle utilise 10 fois moins de terre que d'autres huiles végétales telles que le colza ou le tournesol. En général, elle a des rendements beaucoup plus élevés par hectare et elle nécessite aussi moins d'engrais, peu de pesticides et elle peut stocker plus de carbone que d'autres cultures légumineuses. Donc ça, c'est un peu pour vous présenter les avantages potentiels de l'huile de palme. Mais néanmoins, continuer sur la même voie de production actuelle n'est pas vraiment une option, car il y a de nombreuses répercussions négatives au niveau environnemental et social de la production d'huile de palme. Donc, en termes d'aspects environnementaux, pour commencer, les effets potentiels sont vraiment étendus. D'autant plus qu'il est cultivé dans une ceinture tropicale, donc dans des zones, par exemple l'Indonésie ou la Malaisie, où il y a des niveaux de diversité qui sont parmi les plus élevés de la planète. Alors tout d'abord, en termes d'impact, on peut parler de déforestation. Donc la destruction des forêts pour établir des plantations est un des risques environnementaux les plus importants de la production d'huile de palme. On estime par exemple qu'entre 1990 et 2005, que 60% de l'expansion du palmier à huile en Indonésie a remplacé des forêts vierges. Donc c'est l'équivalent de plus de 5 millions de terrains de football de forêts qui ont été détruits pour faire place à la monoculture d'huile de palme. Un autre impact majeur de l'industrie, c'est la perte de biodiversité, car les plantations en fait vont supprimer, fragmenter, endommager les habitats importants de la faune, qui peuvent entraîner une forte perte d'espèces. Et les espèces qui sont soutenues par ces forêts sont en général très adaptées aux habitats de la forêt tropicale, comme par exemple le rhinocéros de Sumatra ou l'orang-outan de Bornéo. Et en fait, les plantations ne sont pas des habitats suffisants pour la plupart des espèces, et on estime qu'environ seulement 15% des espèces forestières peuvent survivre dans des plantations. Donc, on voit directement l'impact en termes de perte de biodiversité de ces monocultures. D'autres impacts, c'est la pollution des sols et de l'eau, comme avec l'utilisation des engrais et des pesticides qui peuvent polluer les eaux souterraines ou les sols. Mais également, pour chaque tonne d'huile de palme produite, il y a les effluents d'usines d'huile de palme qui sont générés, et la libération de ces effluents dans les cours d'eau peuvent nuire aux écosystèmes aquatiques, etc., en créant des environnements très acides et créer de l'eutrophisation. L'érosion des sols est également un impact potentiel de l'industrie quand les forêts sont défrichées et quand les plantations sont mises sur des pentes abruptes. Également, en termes d'aspects environnementaux, il y a le changement climatique, car évidemment la déforestation tropicale, mais également la combustion des tourbières qui sont très riches en carbone, peuvent pour rendre ces terres disponibles pour des plantations de palmiers à huile. C'est une importante source d'émissions. Et en fait, on estime que 10% des émissions annuelles mondiales de carbone sont liées à la déforestation dans les régions tropicales. Donc, il y a un lien direct avec le changement climatique. Et les incendies de forêt aussi qui sont lancés par les travailleurs dans les plantations pour éliminer la végétation afin de planter le palmier à huile sont aussi une source majeure d'émissions. Et on pense par exemple, il y a une estimation en 1997 que ces feux en Indonésie ont contribué à 13 à 40% des émissions mondiales moyennes de carbone provenant des combustibles fossiles. Donc, comme vous pouvez le voir, des impacts environnementaux assez majeurs de l'huile de palme. Mais pas uniquement environnementaux, il y a aussi des aspects sociaux. Ça peut rendre... la production d'huile de palme peut engendrer des conflits sociaux, par exemple, qui peuvent se produire entre les communautés et les entreprises qui s'établissent pour les plantations par rapport aux droits fonciers, par exemple, mais également des conflits peuvent se produire entre les communautés et les travailleurs non autochtones, les migrants qui sont amenés à travailler dans les plantations. Il y a également un problème de déplacement des communautés et de perte de droits fonciers coutumiers. En général, ces droits fonciers ne sont pas reconnus par l'État, ça dépend des pays évidemment, mais ça peut conduire les gouvernements à transmettre ces terres aux entreprises sans avoir le savoir ou le consentement des communautés, ce qui peut créer des gros problèmes.
et sans titre foncier officiel, les communautés rentrent en conflit avec les entreprises. Il peut y avoir aussi une dépendance à l'égard des grandes plantations. Par exemple, certains des petits producteurs vont travailler directement pour les plantations, donc leur fournir l'huile de palme pour les usines. Et il y a une dépendance qui se crée. Et par exemple, on a constaté que certains agriculteurs ont par exemple du mal à rembourser les prêts qui sont émis par ces grandes opérations commerciales. Il y a la question du droit du travail également, où ça a été documenté que souvent les travailleurs vont travailler dans des conditions très difficiles, en manquant d'accès, par exemple, à des besoins de base comme l'eau potable ou l'électricité. Il y a des problèmes de travail forcé parfois, des cas de trafic dans les plantations de palmiers à huile, où le travail des enfants également a été observé comme un problème commun dans certaines plantations. Finalement, un autre point clé, c'est la perte des moyens de subsistance, car les systémiques essentiels, comme la fourniture d'eau propre, de sols fertiles, etc. Donc ça, c'est un peu pour vous donner une idée de ces impacts environnementaux et sociaux. Et donc, on peut se demander, en termes de consommateurs, pourquoi ne pas cesser simplement d'acheter de l'huile de palme? Il y a eu cette question avec certaines organisations, pourquoi pas boycotter l'huile de palme, qui peut être une option. Ici, en fait, ce que je présente, c'est que même si ça semble une solution pratique, le boycott, ou simplement arrêter d'acheter, ça peut créer également des problèmes environnementaux et sociaux similaires, voire plus graves. Et c'est important en tant que consommateur d'être conscient de ça. Pourquoi? Parce que déjà 50 millions de tonnes d'huile de palme sont consommées chaque année, donc un tiers de la totalité des huiles végétales, donc ce n'est pas remplacé du jour au lendemain. Mais si l'on cesse d'acheter de l'huile de palme, ces entreprises productrices peuvent vendre à des marchés qui valorisent moins l'environnement. Donc, par exemple, à la place de vendre en Europe, ils vont commencer à vendre un peu plus dans des pays comme la Chine ou l'Inde, qui ont moins de normes à respecter en termes de durabilité. Et comme je l'ai présenté juste avant, si d'autres huiles végétales sont cultivées à sa place, ça peut nécessiter 10 fois plus de terre pour produire la même quantité d'huile, et donc ça peut aussi accélérer la déforestation. Finalement, près de 5 millions de personnes vivent de la production d'huile de palme en Indonésie et Malaisie. Donc, en termes de réduction de la pauvreté, il y a un lien majeur aussi. Donc, c'est important de prendre conscience de ça. Donc, c'est pas si facile de dire, voilà, il y a des impacts, qu'est-ce qu'on fait? On boycotte. Il y a plusieurs critères à prendre en considération ici. Le point positif, c'est que par rapport à tous ces impacts sociaux et environnementaux, l'huile de palme a été vraiment sous les projecteurs en termes de durabilité ces 10 dernières années. Et il y a vraiment eu une surveillance accrue de la part des ONG, des consommateurs, des investisseurs, des organismes de réglementation, des gouvernements, etc. Et donc, cette pression-là a créé une certaine dynamique pour vraiment s'engager sur la nécessité de produire une huile de palme durable. Donc, certaines entreprises, parmi les plus grandes multinationales, par exemple, se sont fixées des objectifs de durabilité en réponse à ces études sur l'impact négatif du palmier à huile. Et donc, ils ont adopté des stratégies d'approvisionnement pour s'assurer que l'huile de palme soit traçable, durable et également sans déforestation. Alors, il y a un certain nombre d'initiatives de durabilité qui existent dans le cadre du palmier à huile, mais ce n'est pas uniquement le palmier à huile, ça s'applique évidemment au café, au cacao, au coton et à la plupart des matières premières agricoles, commerciales. Donc il y a eu tout un engouement ces dernières années pour la certification. Et c'est une tendance croissante à travers tous les produits agricoles, la plupart des produits agricoles. Et effectivement, à travers la certification, on a une possibilité importante d'améliorer les performances environnementales, sociales et économiques. Alors, c'est des normes volontaires ou obligatoires. Dans le cadre du palmier à huile, il y a 3 normes qui existent, volontaires. Il y a la table ronde sur l'huile de palme durable, ASPO en anglais. Il y a le Rainforest Alliance et il y a également l'huile de palme organique. Alors ça, c'est des normes volontaires, mais les 2 plus grands pays producteurs mondiaux, donc l'Indonésie et Malaisie, ont, en réponse à cette pression
des consommateurs, des ONG, des gouvernements, etc. Ils ont mis en place leurs propres normes qui sont obligatoires. Donc en Indonésie, il y a le ISPO qui a été lancé en 2009 et qui est obligatoire pour tous les producteurs. Et en Malaisie, il y a Malaysian Sustainable Palm Oil qui, on a appris il y a quelques mois, qui est aussi obligatoire pour tous les producteurs d'ici 2019. Alors, la ASPO, c'est une association à but non lucratif qui réunit un peu, si vous voulez, toutes les parties prenantes qui travaillent dans l'industrie de l'huile de palme. Donc, des producteurs jusqu'aux distributeurs, aux fabricants, aux détaillants, ainsi que les ONG, des banques, des investisseurs. Et vraiment, l'objectif principal, c'est d'avoir une norme mondiale pour l'huile de palme durable. Alors, il y a un certain nombre de principes. Ces principes, en général, reflètent directement les impacts négatifs au niveau social et environnemental. Donc, vous pouvez voir ici, par exemple, qu'il y a un principe sur l'utilisation des bonnes pratiques agricoles, la responsabilité environnementale, la conservation de la biodiversité, la prise en considération responsable des employés, des communautés, comment développer de manière responsable les nouvelles plantations et travailler dans l'amélioration continue. Alors, ce qui est intéressant à voir dans le cadre de ce cours auquel vous participez, c'est que la certification a une croissance exponentielle, exceptionnelle ces 10 dernières années. Donc, vous pouvez voir ici qu'en 2008, la production d'huile de palme durable, donc certifiée par ces normes internationales, que ce soit RSPO ou Rainforest Alliance, que vous voyez dans les supermarchés, ça représentait 2% de la production mondiale. 15% en 2012 et 21% il y a 2 mois, juste pour RSPO. Donc aujourd'hui, plus ou moins un quart de la production mondiale de palmier à huile est certifiée, alors que quasiment très peu était certifié il y a à peine une dizaine d'années. Donc il y a vraiment un engouement majeur par rapport à la durabilité ici. Mais il faut savoir que la certification, c'est seulement un des outils parmi beaucoup d'autres pour relever les défis qui sont liés au développement durable de ces produits agricoles. Ce n'est pas une solution miracle. Alors, au-delà de la certification, ces 5 dernières années, on a vu un nouveau point de référence pour la production et le commerce durable par rapport à ce qu'on pourrait appeler des chaînes d'approvisionnement sans déforestation. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est que malgré la certification de un quart de la production mondiale de RSPO, ça n'a pas nécessairement arrêté la déforestation liée au palmier à huile. Ça permet d'améliorer un certain nombre de pratiques sociales et environnementales, mais ça n'a pas éliminé complètement la déforestation. Donc, l'agriculture commerciale provoque au moins 2/3 de la déforestation tropicale et la majeure partie du déboisement provient de la production de 4 grands produits agricoles. C'est l'huile de palme, le soja, le bois d'œuvre, la pâte à papier et le bétail. Donc, il y a vraiment au-delà de la certification, les entreprises, les gouvernements ainsi que d'autres acteurs ont commencé à mettre les projecteurs sur la déforestation principalement. Donc, par exemple, le Forum des biens de consommation, qui représente un chiffre d'affaires de 2,5 milliards de dollars, a créé un engagement, je pense, il y a 2-3 ans, pour atteindre une déforestation nette nulle d'ici à 2020 par le biais de leur chaîne d'approvisionnement. Donc ça, c'est un engagement majeur du Forum des biens de consommation. Et comme les signaux émis par les acheteurs se sont renforcés et qu'ils ont commencé à faire des engagements spécifiques sur la déforestation, les producteurs et les négociants ont également pris ces engagements. Donc on estime aujourd'hui, en 2017, que 90% du commerce mondial, les entreprises qui représentent 90% de ce commerce mondial, se sont engagées d'une manière à une autre à exclure la déforestation de leur politique relative à leur chaîne d'approvisionnement. Alors, ce sont des engagements. La difficulté, évidemment, c'est de comment ces engagements sont mis en œuvre. Donc, par exemple, vous pouvez voir sur cette slide que Wilmar, qui est un des plus grands producteurs mondiaux de palmier à huile, a une politique qui s'appelle aucune déforestation, aucune tourbière, aucune exploitation, donc qui veut s'assurer que toute la production d'huile de palme respecte ses engagements. Unilever également a un chemin d'avoir, en 2020, la totalité de l'huile de palme qu'ils achètent vient de sources traçables et certifiées. Donc ça, c'est pour rapport à l'engagement des entreprises. Alors, sans rentrer dans le détail,
c'est important de savoir de comment c'est défini ces engagements. Parfois, on parle de déforestation zéro, brute, si vous voulez, ce qui signifie qu'aucune zone forestière peut être défrichée ou convertie. Mais souvent, on parle de déforestation nette, ce qui signifie que le défrichement ou la conversion d'une forêt peut avoir lieu si ailleurs on replante la même quantité, la même qualité, la même densité de carbone de forêt. Alors, ces concepts sont contestés pour un certain nombre de raisons, parce que c'est très difficile à définir de comment avoir la quantité, la qualité, la densité de carbone exacte dans une autre forêt. Il y a d'autres concepts liés à la déforestation, c'est les forêts à haute valeur de conservation et également les forêts à haut stock de carbone. Et en général, quand on fait des engagements, on s'engage à conserver ces forêts spécifiques. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais c'est juste pour avoir l'information. Ce qui est important, c'est que l'engagement de ces entreprises n'est pas unique. Les gouvernements font leur propre engagement également. Il y a par exemple l'Alliance pour les forêts tropicales, qui est un partenariat public-privé, qui s'engage aussi vers des chaînes d'approvisionnement sans déforestation. En Europe, 5 gouvernements ont signé ce qui s'appelle la Déclaration d'Amsterdam, il y a 2 années, afin de s'assurer qu'en 2020, 100% de l'huile de palme entrant en Europe proviennent de sources durables. Et également, par rapport à la déforestation, il y a la Déclaration de New York sur les forêts, qui s'engage à réduire de moitié le recul des forêts naturelles d'ici 2020, avec une échéance fixée à 2030. Récemment, en Afrique, il y a la déclaration de Marrakech, qui est très importante, qui a été signée en novembre 2016 par 7 pays africains, parce qu'on qualifie la région d'Afrique de l'Ouest un peu comme nouvelle frontière pour l'huile de palme, et on estime que près de 22 millions d'hectares de terre en Afrique occidentale et centrale pourraient être transformés en plantations de palmiers à huile. Donc c'est un peu la nouvelle frontière par rapport à l'Indonésie, la Malaisie. Et donc, 7 pays se sont rassemblés pour signer une déclaration en envoyant un signal fort en disant que les forêts sont ouvertes aux entreprises, mais les investissements qui respectent les principes de durabilité, de transparence et de protection des droits de l'homme devront être respectés. Donc ça, c'est important à savoir. Encore plus récemment, il y a une résolution du Parlement européen, il y a à peine 2 mois, qui demande à la Commission européenne de prendre des mesures pour l'abandon d'utilisation d'huile végétale qui conduisent à la déforestation, y compris l'huile de palme, de préférence d'ici à 2020, et qui demande aussi un système unique de certification. Alors ça crée une forte réticence, une forte opposition des gouvernements indonésiens et malaisiens à cette résolution, parce que ça a un impact majeur, évidemment, en termes de croissance économique et de réduction de la pauvreté. Alors, il y a d'autres engagements de la société civile également qui va vérifier dans le détail les engagements des entreprises, qui va noter chacune des entreprises qui ont fait des engagements et leur donner des scores et voir quelle entreprise performe mieux qu'une autre. Alors encore plus intéressant, le secteur financier également essaye d'éliminer la déforestation de leur portefeuille de prêts. Donc par exemple, vous voyez ici un article du Financial Times qui dit qu'une grande banque comme HSBC est en train de durcir les critères pour les prêts à l'industrie de l'huile de palme. Donc ça, c'est un article qui date d'il y a à peine quelques mois aussi. Et à gauche, vous pouvez voir un article qui date d'octobre 2016 qui essaie de voir qu'est-ce qu'un engagement crédible d'entreprise sans déforestation. Et donc, ils estiment entre 700 millions de dollars et 800 millions de dollars parce qu'un groupe malaisien très important, IOI, a vu sa valeur baisser d'environ 800 millions de dollars, environ 10% de sa valeur, après que la table ronde sur l'huile de palme durable l'a suspendue à cause de mauvaises pratiques. Donc, vous pouvez voir qu'un organisme qui était certifié, auquel on retire sa certification, a perdu 800 millions de dollars de sa valeur. Donc, ces engagements sont de plus en plus importants et comme vous pouvez voir ici dans la présentation, tout ça date de 1 an, 2 ans ou 3 ans. Donc, c'est vraiment sous les projecteurs. Donc, le message que j'essaie de faire passer ici, de manière assez rapide, c'est que le statu quo, c'est plus vraiment une option pour les producteurs de palmiers à huile, les entreprises ou les gouvernements, donc les pays eux-mêmes, s'ils veulent rester compétitifs. Car tout le monde, les investisseurs, les acheteurs, et probablement les pays comme la Chine et l'Inde, sont en train de s'accorder sur les concepts de durabilité et de traçabilité dans le futur. Alors, comme cette présentation va être partagée avec vous
après, plus tard. J'ai mis aussi quelques références Internet si vous êtes intéressé pour plus d'informations sur le débat relatif à l'huile de palme durable. Alors, passons maintenant à l'exemple spécifique de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et comme je l'ai indiqué, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, pour être compétitif, va devoir aussi se positionner sur ces questions de durabilité. Donc, en termes de situation initiale, même si ce n'est pas un des premiers pays producteurs mondiaux, l'huile de palme, c'est la première culture agricole en termes d'importance économique pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est 2/3 des exportations agricoles et ça donne des moyens de subsistance à entre 150 000 et 200 000 personnes. Le développement commercial a commencé dans les années 60 et il y a 2 grands producteurs qui contrôlent environ 150 000 hectares. Et c'est un mélange de petites exploitations et de plantations avec les petits producteurs qui fournissent à l'usine de ces plantations. Alors, ce qui est très intéressant en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est que c'est un des seuls pays au monde où près de 100% de l'huile de palme produite est certifiée par la table ronde sur l'huile de palme durable, qui est le principal marché d'exportation étant l'Europe. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. NBPOL, New Britain Palm Oil Limited, est le plus grand producteur d'huile de palme. Il a été acquis par Sime Darby, qui est un des plus grands producteurs d'huile de palme au niveau mondial en 2015. Donc, il y a une très forte concentration aussi de ces entreprises, des négociants, etc., ou des producteurs, comme dans d'autres matières premières agricoles. Et c'est le plus grand employeur après le gouvernement, avec, on estime, plus ou moins 25 000 personnes. C'est un membre fondateur de RSPO. Il a la certification RSPO et SAN. C'est une intégration verticale complète, donc ils ont leur propre installation de transformation en aval, avec par exemple une usine en Angleterre qui peut répondre à environ 60% des besoins en huile de palme du Royaume-Uni pour le marché de l'alimentation. Ils reçoivent une prime par rapport à leur certification qui ensuite rembourse aux petits exploitants sans déduction. Donc d'une manière générale, ils ont une excellente réputation en termes de développement durable, comme le pays d'ailleurs. Alors, le marché de l'huile de palme, c'est 100% l'Europe, plus ou moins, avec plus de 90% qui vient des Pays-Bas, des Royaumes-Unis, enfin, comme acheteur de Pays-Bas, Royaume-Uni et l'Allemagne. Et ce qui est très intéressant, c'est que, comme vous venez de le voir juste avant, ces 3 pays ont signé la déclaration d'Amsterdam pour dire qu'avant 2020, ils veulent que la totalité de l'huile de palme qui rentre en Europe, dans ces pays-là, vienne de sources durables. Donc, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, si elle ne s'engage pas dans la durabilité, ça va avoir un impact sur son commerce international de manière assez évidente. Alors, ça c'est la situation initiale, mais il y a un problème à plusieurs niveaux. Tout d'abord, l'intérêt de cet exemple de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est que après l'Amazone et le bassin du Congo, c'est une des plus grandes étendues forestières de palmiers à huile au cours des 15 prochaines années. Donc, passer de 150 000 hectares à 1,5 million d'hectares. Donc, on peut voir que la production d'huile de palme peut avoir un impact très important sur le couvert forestier à court et moyen terme. Il y a déjà des nouveaux investisseurs qui viennent d'Asie principalement, qui sont dans le pays. Et cette expansion, malheureusement, ne répond pas aux normes de durabilité actuellement appliquées par les producteurs d'huile de palme existants. Donc, malheureusement, cet accroissement de production d'huile de palme pourrait, pour certains investisseurs, ne pas être certifié, car elle a été liée à la déforestation et à des conflits sociaux qui sont largement documentés en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc, il y a un risque énorme relatif à la réputation du pays, mais aussi un risque pour la rentabilité à long terme du secteur. Alors, il y a plusieurs défis dans le pays. En plus de ces nouveaux investisseurs, c'est qu'il y a une politique et un cadre réglementaire qui est assez peu favorable à la durabilité. Il n'y a pas de politique sectorielle au niveau national, donc il n'y a pas de politique qui existe sur le palmier à huile. Il y a un manque de coordination, de dialogue et de confiance entre le gouvernement et le secteur privé dans le secteur. Il y a une très faible productivité des petites exploitations.
il y a une insuffisance d'infrastructures, de transport, il y a peu de services d'extension qui sont fournis aux petits producteurs. Il y a des problèmes de sécurité, propriété foncière qui sont assez larges. Et donc tout ça, si vous voulez, encourage une déforestation à grande échelle et des conflits, une instabilité sociale. Donc même si le point de départ est assez positif en termes de durabilité, les changements avancent très vite et la Papouasie, un peu comme l'Afrique occidentale, est aussi considérée comme une nouvelle frontière en termes de production de palmiers à huile. Donc le Green Commodities Program, donc du PNUD, le programme pour les matières premières durables, on est engagé en Papouasie-Nouvelle-Guinée par rapport à ces défis dans le cadre du palmier à huile depuis 2016 et on apporte notre soutien dans le cadre des activités REDD+, que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà bien. Alors REDD+, est un mécanisme international qui a vocation d'établir un système d'incitation afin de récompenser financièrement les pays en développement pour la gestion durable de leurs forêts, dans le cadre des efforts mondiaux visant à lutter contre le changement climatique. Donc un appui international est disponible par rapport à certains programmes tels que le programme ONU-REDD, qui reprend 3 organisations des Nations Unies, qui est le PNUE, la FAO et le PNUD. Et par exemple, la Banque mondiale aussi appuie les pays dans le cadre de REDD+, à travers le Fonds de partenariat pour le carbone forestier. Et à l'avenir, les paiements basés sur les résultats seront liés à la performance d'un pays en matière de réduction de la déforestation et de la dégradation. Donc c'est dans ce cadre-là que notre appui du PNUD s'intègre. Quand on travaille avec REDD+, il y a en général une phase de préparation avant la phase de mise en œuvre. Et pendant cette phase de préparation, on doit définir une stratégie nationale pour le pays en termes de comment réduire la déforestation et la dégradation des forêts. On doit définir comment va se faire le monitoring de la déforestation, quelle est la baseline, quel est l'état des lieux des forêts, etc. Donc, c'est dans ce cadre que notre appui est fourni. Donc, notre premier appui a été début 2016. On a fait une étude pour voir, l'objectif c'était d'évaluer l'argumentaire et la faisabilité relatif à l'adoption d'un ensemble de politiques et de mesures qui viseraient à réduire l'impact des produits agricoles clés sur le couvert forestier en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais en même temps en permettant une croissance continue dans les secteurs agricoles concernés à cause de leur importance en termes de réduction de la pauvreté et de croissance économique. Et en général, c'est le gros problème de la durabilité, c'est comment balancer le besoin de développement et le besoin de conservation. Donc, les questions étaient de cette étude, c'était quelle est la situation initiale par rapport au café, cacao et l'huile de palme. Donc, on n'a pas seulement regardé à l'huile de palme. Et quelles options politiques sont disponibles pour vraiment soutenir la durabilité en réduisant l'impact sur le couvert forestier. En termes de recommandations, par rapport à ce que je vous ai présenté juste avant, quel est le marché international, qu'est-ce qu'il demande en termes de durabilité, notre recommandation, évidemment, était de se positionner en tant que leader mondial pour une production durable. On pense que c'est un scénario gagnant-gagnant, tout d'abord parce que c'est entièrement aligné avec la stratégie gouvernementale du pays qui ont écrit une stratégie par rapport à la durabilité, puisqu'ils ont encore 80% de forêt. C'est aligné avec les dynamiques institutionnelles et politiques vers une huile de palme traçable, durable, sans déforestation, comme j'ai indiqué. Mais ça peut apporter un certain nombre d'avantages à la population, à l'économie et à l'environnement. Ça peut aider le gouvernement à rester compétitif, donc à maintenir l'accès à ces marchés porteurs comme l'Europe, qui ont signé cette déclaration d'Amsterdam, à garantir l'obtention de devises étrangères dans le futur. Mais ça peut soutenir évidemment la réduction de la pauvreté en aidant les petits producteurs à travers un certain nombre de meilleures pratiques agricoles et d'appui aux communautés. Et effectivement, ça va aider à réduire la perte de forêt et de perte de biodiversité. Et finalement, faciliter l'accès au financement de la REDD+ dans le futur. Alors, 2 recommandations spécifiques étaient faites. La première, c'était qu'il faut une politique nationale pour l'huile de palme durable. Ne pas avoir de politique au niveau national, ça peut créer évidemment des loopholes, des trous, afin que les personnes, les investisseurs qui ne sont pas vraiment intéressés par la durabilité, s'il n'y a pas un cadre réglementaire strict, chacun peut faire un peu ce qu'il veut.
Donc, définir une politique nationale et définir cette politique nationale dans le cadre d'une plateforme multipartie prenante afin d'aider le dialogue, la coordination, la transparence, la confiance, afin de garantir la crédibilité et la durabilité à long terme de cette huile de palme. Donc ça, ces plateformes multiparties prenantes, c'est quelque chose que le PNUD a promu depuis quelques années dans les pays où j'ai montré au début de la présentation, donc sur l'ananas au Costa Rica, le cacao au Ghana, etc. Donc, ces plateformes nationales, ça fournit vraiment un espace neutre et l'idée est de mener une action coordonnée, multisectorielle, qui sont conduites par les participants et sous le leadership du gouvernement avec l'appui du PNUD. Et l'idée est de développer un plan d'action national qui vont combiner ces aspects de production et de demande par rapport à la durabilité. Là, on est dans une deuxième phase d'appui, c'est de faire avancer ces recommandations, et donc on collabore avec le gouvernement, donc le ministère du changement climatique, le ministère de l'Agriculture, le département de la planification, les ONG, le cabinet du Premier ministre, etc. Et l'idée est de mettre en place cette plateforme et définir les options stratégiques pour cette future politique nationale. Donc, l'idée, ce serait d'avoir une plateforme qui serait lancée en novembre 2017 et de préparer ce qu'on appelle une déclaration d'intention avec des principes majeurs en termes de durabilité pour le palmier à huile qui devraient être signés par le gouvernement, le secteur privé et les ONG et qui amène ensuite à un dialogue en 2018 pour définir ce plan d'action nationale, si vous voulez, afin de le mettre en œuvre après, afin de protéger les forêts et d'assurer la durabilité de la production en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Voilà, ça c'est un peu ce qu'on présente. Je pense que l'exemple de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et de la palmier à huile est intéressant pour deux raisons. Le palmier à huile, parce que c'est vraiment une matière première qui a été sous les projecteurs en termes de durabilité ces 10 dernières années. Donc ça vous donne un exemple concret par rapport aux consommateurs et de ce qui peut être fait. Et la Papouasie-Nouvelle-Guinée est un exemple aussi très intéressant parce que contrairement à certaines forêts, par exemple en Côte d'Ivoire ou au Ghana, qui ont déjà disparu de manière significative, il y a encore 80% de forêts en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc l'impact de ce type d'activité est potentiellement majeur. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup, Nicolas Petit, pour cette présentation brillante sur la production et l'utilisation d'huile de palme. Vous avez parlé un peu de la Malaisie, mais essentiellement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Sur le cas de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est effectivement très intéressant. Avant de donner la parole aux auditeurs, je vois qu'il y a déjà quelques mains levées. Je vois que nous avons 27 participants présents et quelques mains levées. Je vais donner la parole, mais je voulais juste une première question avant que j'avais moi-même justement sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le gouvernement. Vers la fin de votre présentation, vous disiez que vous êtes en contact avec le gouvernement, au nom du PNUD. Alors, où en est vos discussions avec le gouvernement, puisque vous voulez mettre en place cette plateforme? Je voudrais demander, êtes-vous optimiste sur les étapes suivantes? Parce que vous avez effectivement mis en avant les risques importants avec d'autres investisseurs, notamment la Chine et d'autres pays où il y a beaucoup de convoitises pour la recherche de nouvelles terres et pour la production notamment d'huile de palme. Alors, bon, c'est sûr que vous en êtes aux négociations, mais où en êtes-vous et avez-vous des signes positifs, disons, des indices d'espoir pour que ce genre de risque soit diminué? Tout à fait, oui, merci. Très bonne question. Alors, d'une manière générale, le PNUD, le point d'entrée dans tous les pays sur le travail qu'on fait avec les matières premières, c'est le gouvernement. Donc, c'est toujours notre point d'entrée. Donc, c'est notre contact principal. Alors, c'est des ministères différents dans chaque pays.
en fonction des matières premières, en fonction des problématiques, etc. Alors, nos discussions sont en fait assez avancées avec le gouvernement. On a eu une réunion, j'étais en Papouasie il y a 2 mois à peine, on a eu une réunion de haut niveau avec donc les ministres, déjà pour avoir, si vous voulez, le feu vert pour le lancement de la plateforme. Et donc, on avait plusieurs ministères représentés, donc le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Planification, le ministère du Changement climatique, et tous les ministères sont déjà engagés dans le processus. Et ce qui est bien aussi, c'est que le secteur privé, en tout cas ces producteurs historiques, comme j'ai présenté New Britain Palm Oil, eux sont très engagés parce qu'il y a un risque pour leur réputation aussi. Donc, il y a vraiment une dynamique pour mettre la plateforme en place le plus vite possible. Alors, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. La question du gouvernement est très importante parce que vraiment, ce qui nous a mis du temps, c'est de définir le business case. On parle souvent de business case pour les entreprises, mais quel est le business case pour le gouvernement? C'est-à-dire de voir, évidemment, cette problématique de balance entre le développement, donc quand on a 80% de forêt et que certaines terres sont très propices au développement agricole, on va évidemment pas dire « Ah, mais zéro déforestation, c'est pas possible dans un pays comme le nôtre ». Donc, comment définir ce business case? Et c'est vraiment un peu ce que j'ai présenté ici dans cette présentation, c'est de voir quel est le marché international, que 100% de palmier à huile est exporté en Europe qui demande ces critères de durabilité. Et on a aussi présenté pendant ce business case qu'est-ce que la Chine et l'Inde, comment eux-mêmes sont en train de se positionner par rapport au palmier à huile. Parce que la première réponse qu'on avait, c'est évidemment « Ah, mais si l'Europe ne veut plus acheter notre palmier à huile, eh ben on le vendra en Chine ». Mais la Chine se positionne également sur ces questions de durabilité. Donc, il y a vraiment tout un travail en amont de business case pour que le gouvernement voit les bénéfices potentiels de s'engager sur la durabilité. Il y a des études économiques qui doivent être faites pour comparer le business as usual d'ici 30 ans, si on continue business as usual, donc sans des critères de durabilité, combien on va gagner en termes de foreign exchange, et si on applique des critères de durabilité, combien on va gagner. Donc, il y a besoin de montrer ces figures économiques pour que le gouvernement s'engage. Mais on est bien avancé. On est assez optimiste. D'accord, intéressant. Et mon autre question, c'est finalement, l'huile de palme a une place très importante dans le marché de l'huile au niveau mondial. Probablement, si j'ai bien compris, à cause des coûts de production qui sont plus bas que pour d'autres huiles. Mais y a-t-il une possibilité de remplacer, d'avoir une alternative à l'huile de palme, puisqu'elle est déjà impliquée dans plein de produits? Quelle pourrait être une alternative réaliste? Oui, il y en a peut-être plusieurs, hein. Alors, il y a certainement de nombreuses alternatives. Nous ce qu'on présente un peu ici, et c'est un peu ce que j'ai essayé de montrer dans la présentation, c'est que le risque, c'est que c'est tellement présent dans notre consommation actuelle que ça ne va pas changer du jour au lendemain. Donc, je pense que c'est intéressant de réfléchir à tout un spectrum d'alternatives à plein de niveaux différents en termes de consommation, de production, etc. Mais à ce jour, comme c'est tellement engrainé dans notre consommation au jour le jour, c'est important de travailler sur la durabilité. Et c'est ça vraiment le message qu'on veut faire passer avec les gouvernements et aussi aujourd'hui dans cette présentation, c'est que ça ne va pas changer du jour au lendemain. Donc, notre meilleur atout, c'est de produire une huile de palme durable actuellement, tout en continuant à travailler sur ces alternatives. Mais comme je l'ai montré, d'autres huiles végétales peuvent utiliser plus de terre, donc entraîner plus de déforestation. D'autres huiles végétales ont des rendements moins importants que l'huile de palme, donc ça veut dire qu'il faut aussi plus de superficie, etc., etc. Donc les alternatives ne sont pas faciles, donc le boycott n'est pas toujours la solution, mais c'est important de réfléchir à voir. Je pense que dans ce cadre, il faut avoir des stratégies un peu aller dans différentes directions pour être sûr qu'on va dans la bonne direction. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Je vais donner la parole aux auditeurs et je vais commencer par Monsieur Gilchrist Athénor. Alors, je vous donne la parole. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Athénor Ayounou. Oui, alors bonjour, je vous entends. Je vous entends, vous pouvez vous présenter?
Oui, je m'appelle Ayoun Chilkris-Anténor. Je suis acteur agroalimentaire. Je suis prestataire dans le domaine agroalimentaire. Je suis au Bénin. Je suis jeune volontaire dans une structure publique étatique. Donc, ma question. Allô, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends, oui, oui. Voilà. Ma question, c'est par rapport à la présentation qui vient d'être faite, par rapport à la production durable de l'huile de palme. J'ai vu que le conférencier a beaucoup plus mis l'accent sur comment dit-on, la certification. La certification comme un outil pour pouvoir rendre durable la production de l'huile de palme. Mais moi, je voudrais savoir, par rapport aux impacts qui concernent l'environnement, par rapport aux impacts de l'environnement, quels sont les outils qu'on nous propose, par exemple, pour pouvoir avoir la production de l'huile de palme durable. Et la deuxième question, c'est aussi de savoir quel est un peu le taux de couverture des actions que vous proposez. Parce que moi, je suis, par exemple, au Bénin. Et il faut dire que l'agriculture conventionnelle domine encore beaucoup au Bénin. Et il y a la production de l'huile de palme représente une culture, une principale culture d'exportation. Mais les paysans du Bénin ne bénéficient pas des actions. Des actions qui permettent, ici, on produit de façon conventionnelle, il n'y a aucune norme de production durable qui est respectée. Mais je crois que ce programme pourrait être bénéficié, par exemple, par les producteurs du Bénin, afin que le Bénin aussi puisse être hissé sur le marché international, comme vous l'avez cité, le marché, la Nouvelle-Guinée, comme le cas de la Nouvelle-Guinée. Maintenant, quel est le taux de couverture de vos programmes? Pourquoi vos programmes ne sont pas étendus sur tous les pays, ou bien quelles sont un peu les démarches à mener par certains pays pour pouvoir bénéficier de ces actions pour pouvoir quand même rendre la production de l'huile de palme durable? Merci, c'est ma question. D'accord, merci. Vous avez bien entendu la question, Nicolas? Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup pour la question. C'est deux questions très pertinentes. Je vais commencer par la deuxième, en termes de couverture. Alors, bon, notre programme est un des programmes parmi tant d'autres qui travaillent sur la durabilité. Donc, il y a un certain nombre d'initiatives qui existent à travers plusieurs matières premières, par des ONG, par les gouvernements, par les organisations internationales, par les entreprises elles-mêmes qui ont leur propre programme de durabilité en fonction des matières premières. Notre propre taux de couverture est dépendant des demandes du gouvernement. Donc, en général, on répond à une demande d'un gouvernement. Notre taux de couverture est dépendant aussi des financements disponibles, évidemment, et de notre propre capacité aussi en tant qu'organisation. Donc, nous, on est une équipe de 10 personnes actuellement, d'experts techniques qui voyageons à travers le monde dans ce portefeuille de pays que j'ai présenté au début. Et on répond donc vraiment à des demandes. Donc, par exemple, si un gouvernement vient nous dire, voilà, on est très, très intéressé par ce que vous avez présenté, etc., on pense que ce serait bien de se positionner là-dessus également. Donc, en général, c'est comme ça qu'une discussion commence. J'ai travaillé avec le Bénin indirectement avant, quand je travaillais sur le coton, puisque le Bénin est un producteur de coton. Et il y avait des initiatives, par exemple, au Bénin, sur le coton durable, soit en termes de certification, soit en termes de partenariat public-privé, qui essaie de voir de comment rendre la durabilité. Donc, en général, ce qui se passe, c'est que c'est souvent, on s'intéresse à la première recette d'exportation ou la deuxième recette d'exportation en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est souvent là où la plupart des financements vont être orientés. Donc, je ne sais pas au Bénin si le coton est une des premières recettes d'exportation. Je n'ai pas ces informations, mais il y a en général beaucoup de programmes sur la durabilité qui se mettent sur ces premières recettes d'exportation. Mais donc, de notre côté, notre taux de couverture est vraiment dépendant des demandes du gouvernement et des financements. Alors, la question, c'est la certification, comme je l'ai dit, c'est qu'un outil parmi tant d'autres.
la certification permet d'améliorer la performance environnementale à travers un certain nombre d'activités. Mais ce qu'on a constaté aussi souvent, c'est que avoir un produit certifié ne signifie pas nécessairement une amélioration, parce qu'il y a des problèmes de certification, d'auditeurs, etc., etc. Pour moi, ce qui fait vraiment une différence, c'est le renforcement des capacités au niveau du producteur. C'est là vraiment où on a un impact direct et en général, ce type de programme de certification va mettre en place des programmes de sensibilisation et des programmes de formation directement adressés aux petits producteurs. Donc, des formations sur les bonnes pratiques agricoles, comment réduire l'utilisation des pesticides, comment réduire l'utilisation des engrais, l'utilisation de l'eau en fonction des matières premières. Donc, il y a tout un processus de formation qui va se mettre en place au niveau des communautés et des producteurs agricoles selon différents modèles en fonction du pays. Ça peut être des champs-écoles de producteurs, des écoles de démonstration, etc., etc. Et c'est vraiment ce type de renforcement des capacités qui crée la différence en termes de changement sur le terrain. Donc, pour moi, la certification doit vraiment être combinée à ces programmes de renforcement de capacité, ou sinon, on n'est pas garanti d'avoir vraiment un changement sur le terrain. D'accord, merci beaucoup. Je donne la parole à un autre auditeur. Ici, nous avons Jean-Jacques Oyono Badila. Vous m'entendez? Jean-Jacques Oyono? Allô, vous m'entendez? Je vais passer à un autre auditeur. Jean-Claude Moulunda. Jean-Claude Moulunda, vous m'entendez? Jean-Claude Moulunda? Non. Un autre auditeur. Chani? Toujours pas? Oui, je vous écoute. Vous entendez? Oui, je vous entends. Vous pouvez vous présenter? Vous entendez? Oh oui, je Je vous m'appelle entends. Jenny, je suis du Cambodge. Oui. Maintenant, je fais la recherche sur l'aide pour le développement durable et le sujet de cette présentation. Allô? Vous entendez? Oui, je vous entends, mais pas très bien. Vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît. D'accord. Je veux juste exprimer mes préoccupations en ce qui concerne la production durable. Dans mon pays, il y a deux impacts. Premièrement, c'est la déforestation pour l'agricole, pour l'agriculture, et aussi la durabilité de production, c'est-à-dire chez nous, on a beaucoup de forêts ont été coupées pour l'agricole. Et à part de ça, on a le problème de surproduction, on ne peut pas exporter les produits, les produits sont de l'étranger, et donc les petits paysans et des fois les entrepreneurs ont le problème. Et donc, Chani, vous êtes souvent coupé. Malheureusement, je c'est n'ai très difficile dans mon pays. Et d'ailleurs, vous voyez, oui, chez nous, on a exporté le poivre, le poivre venant du complexe. Oui, parce que ici il pleut. Allô? D'accord. Vous pouvez dire de quelle production agricole il s'agit? Je n'ai pas compris. C'est quelle
Vous avez parlé de déforestation à cause de l'agriculture. Production de poivre, d'accord. Oui, c'est du poivre. Est-ce que vous avez une question à poser? Oui, j'ai une question. Comment les programmes de PNUD, il s'agit de développement durable, se collaborent avec le gouvernement pour rendre la durabilité de produits agricoles? D'accord. Vous avez compris la question, Nicolas? Comment le programme du PNUD travaille avec les gouvernements sur la production durable. C'est ça? Est-ce que vous pouvez préciser un peu plus la question de manière plus précise? C'est-à-dire, le gouvernement veut aider les petits entrepreneurs, mais des fois, on n'a pas bien de loi ou bien des programmes spécifiques. Ok. Donc, oui, comment on travaille? Oui, c'est ça. Oui, ok. Alors, il y a plusieurs choses. Bon, d'abord, le point d'entrée, c'est toujours important. Donc, par exemple, pour un pays comme le Cambodge, le point d'entrée, ça va être, par exemple, la question de la déforestation. Le programme REDD+, par exemple, va regarder quels sont les principaux moteurs de la déforestation dans le pays. Donc, dans le cadre de la préparation à REDD+, ils vont regarder justement ces moteurs, les facteurs indirects et directs de la déforestation. Et donc, la priorité va être donnée aux produits agricoles qui ont le plus d'impact sur la déforestation des études. Donc ça, c'est en général le point d'entrée. Mais comment on travaille de manière concrète avec les gouvernements? C'est on met en place un certain nombre d'actions qui peuvent souvent être liées à ce qu'on appelle enabling environment. En français, ça me sort de la tête, mais c'est effectivement de mettre en place le cadre réglementaire, législatif, enforcement. Donc, comment on va mettre en place des nouvelles législations pour garantir la durabilité et comment on va faire le suivi de cette nouvelle législation. Parce que souvent, le problème, c'est que même s'il y a beaucoup de législation, celle-ci n'est pas renforcée, elle n'est pas mise en œuvre par manque de moyens. Donc souvent, les départements des ministères peuvent avoir un cadre réglementaire, mais qui n'est pas suivi. Donc on va essayer d'appuyer ce cadre réglementaire et d'appuyer les départements à suivre ce cadre réglementaire. Donc nous, on fournit une expertise technique sur ces questions-là, comment travailler avec les petits producteurs, quel type de renforcement de capacité peut être fait avec les petits producteurs, et également comment on peut appuyer le gouvernement à trouver des sources de financement durables également, pour ne pas être dépendant des bailleurs de fonds. Donc comment on peut trouver des sources de financement qui sont intégrées elles-mêmes dans le supply chain, dans la chaîne d'approvisionnement, plutôt qu'à d'avoir cette dépendance avec les bailleurs de fonds. Donc c'est ce type d'action qu'on fait avec le gouvernement, mais en général, c'est vraiment lié aux problèmes majeurs du pays. Donc c'est ça qu'on fait en général. Merci beaucoup. Je donne la parole à une autre auditrice. Je vois ici Sabine Valence. Si je me rappelle bien, vous êtes de Belgique. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Voilà. Et vous m'entendez? Je vous entends. Bonjour. Oui, bonjour. Tiens, j'en profite pour demander, est-ce qu'on trouve de l'huile de palme dans les chocolats belges? Ah ben, ça va dépendre lesquels. Oui, oui, voilà. En fait, ça dépend si ce sont des producteurs de chocolat de grands noms, très réputés, très chers. Alors, en général, on a tendance à recourir au beurre de cacao. Par contre, si c'est du chocolat fabriqué en grande quantité, dans les grandes surfaces, etc., pour avoir un équilibre au niveau prix, alors on a recours à l'huile de palme. Oui, c'est ça. Donc, moi, j'avais peut-être juste quelques remarques et peut-être une question. Je suis arrivée un peu sur le tard, donc peut-être que je n'ai pas eu toute l'information de la présentation. En tout cas, merci beaucoup parce que c'était très intéressant.
Concernant la déclaration d'Amsterdam, la Belgique a été contactée aussi pour signer cette déclaration. Et jusqu'à présent, nous ne l'avons pas fait pour diverses raisons, mais l'une principale, c'est parce que donc cette déclaration préconise donc 100% d'huile de palme durable, mais comment regarder cette huile de palme durable uniquement vis-à-vis de la RSPO. Et il y a quand même certains critères qui sont pas très transparents ou d'autres qui sont peut-être transparents, mais dont on n'a pas, en tout cas, le suivi de ces critères n'est pas vraiment conforme aux critères. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, par exemple, on dit qu'il faut pas épandre des pesticides alors que dans certaines plantations, on le fait quand même alors qu'ils sont certifiés RSPO. Et donc, du coup, c'est se dire, finalement, je m'engage sur un label ou une certification qui ne reflète pas tout à fait la réalité de terrain, et donc on n'est pas sûr finalement de ce pourquoi on s'engage. Et donc la Belgique a pour le moment trouve que c'est déjà une bonne première étape parce qu'il faut quand même commencer par quelque chose, donc c'est intéressant. Mais là où c'est plus nébuleux et c'est un peu ennuyeux, c'est de savoir est-ce qu'on peut discuter ensemble dans une optique d'amélioration de ces critères ou pas. Et là, ça reste vraiment nébuleux parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a une ouverture pour vraiment, avec d'autres parties prenantes, pour une amélioration de ces critères. Donc voilà, ça c'était peut-être vous en savez un petit peu plus que moi là-dessus parce que du coup, on reste un petit peu réticent puisque voilà, ça veut dire qu'on s'engage sur quelque chose dont on ne peut pas entendre. En tout cas, ici, moi, je travaille pour le gouvernement, donc ce n'est pas une société, on est vraiment indépendant, voilà. Et donc, dans ce cas de figure, comment on peut faire en sorte de faire évoluer le système? Donc ça, c'était ma première question. Et alors, plutôt des remarques, et là, je vous rejoins tout à fait. Donc, vous parliez tout à l'heure, est-ce qu'il y a des alternatives à l'huile de palme? Et nous, on se pose aussi la question parce qu'on travaille beaucoup sur l'impact des matières premières et de voir dans quelle optique on peut diriger des entreprises à des produits plus respectueux de la biodiversité, donc faire en sorte que on puisse utiliser des alternatives. Et là, et vous aviez raison pour dire finalement l'alternative, il faut bien y réfléchir. D'abord, il n'y en aura pas qu'une, il y en aura plusieurs. Et puis, l'avantage de l'huile de palme, c'est qu'elle a un rendement vraiment énorme. Et donc, finalement, pour une même quantité d'huile, il faudra moins de surface pour la produire que la plupart des autres huiles. Donc, forcément, si on shift pour des alternatives et d'autres huiles qui pourraient être produites de manière plus durable, le problème, c'est la superficie dont on aurait besoin à quantité équivalente. Et puis ensuite, au-delà de cette quantité équivalente, il y a aussi les propriétés même de l'huile de palme que d'autres huiles n'auraient pas. Donc voilà, l'avantage de cette huile de palme, c'est que vraiment, elle est vraiment dans énormément de produits alimentaires, voire non alimentaires. Quand on parle par exemple des détergents, on retrouve de l'huile de palme dans les détergents aussi. Et donc, le marché est énorme. Et donc, s'il fallait remplacer cette huile de palme par des alternatives, je pense que malheureusement, on pourrait impacter encore bien plus la planète et la biodiversité que ce qu'on fait déjà avec l'huile de palme. Donc voilà. Exactement. C'est ce qu'on avait un peu tenté d'expliquer au début. Tout à fait, entièrement d'accord. Alors, je suis en fait, je trouve votre remarque très intéressante parce que vous travaillez, je viens de Belgique aussi, donc ça me fait plaisir que le gouvernement est encore plus inquiet des questions de durabilité que son voisin hollandais. Mais je pense que ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, par rapport à ma présentation qui essaie de montrer que le statu quo n'est plus possible en termes de compétitivité, qu'il faut s'engager sur la durabilité, c'est que vous êtes un gouvernement, donc la Belgique, et pour vous, la déclaration d'Amsterdam ne va pas assez loin. Donc ça, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que même ce qui se passe en termes de première étape n'est pour certains gouvernements pas satisfaisant. Donc je pense que ça renforce encore plus le business case pour certains gouvernements producteurs. Alors, ce que vous dites, comment faire évoluer le système, c'est une très bonne question, parce que comme je l'ai présenté avant, la certification n'est qu'un outil, c'est pas
la panacée. Il y a plein d'études qui montrent l'impact positif de la certification, mais il y a aussi beaucoup d'études qui montrent que la certification n'a pas changé certaines choses dans certains pays, etc., qu'il y a des critères qui ne sont pas respectés, mais qu'on a quand même la certification, etc. Et donc, pour moi, mettre tous ces œufs dans le même panier, c'est très dangereux. Et donc, votre remarque par rapport à la déclaration d'Amsterdam est très pertinente. Mais je pense que comme les gens qui participent à la déclaration d'Amsterdam ont tous une volonté de s'engager sur la durabilité, je pense que si un autre gouvernement veut faire évoluer le système un peu plus loin, je pense que la discussion devrait être ouverte. C'est un peu ce qui s'est passé chez RSPO directement. Donc, comme vous le savez peut-être, RSPO a été très critiqué dans le passé parce qu'il n'allait pas assez loin sur les questions de déforestation, par exemple. Et donc, certaines entreprises elles-mêmes ou certaines ONG ont créé des groupes similaires pour essayer de faire avancer RSPO. Comment faire évoluer le système? Donc, par exemple, il y a le Palm Oil Innovation Group, POIG, P-O-I-G, qui a été créé avec Greenpeace, certaines compagnies producteurs de palmiers à huile et d'autres organisations pour mettre des critères plus avancés pour RSPO. Et RSPO eux-mêmes répondent à ça. Ils ont créé ce qui s'appelle RSPO Next, qui n'est pas encore obligatoire, mais qui est volontaire, mais qui rajoute certains critères pour s'assurer de ce qui se passe. Mais tout ça, ça reste dans un cadre de certification. Ça veut dire qu'on peut avoir 1 million de critères. Si le processus de certification n'est pas transparent, n'est pas bien fait, etc., ça ne garantit pas vraiment du changement. C'est pour ça que pour moi, l'important, c'est d'investir dans le renforcement des capacités des petits producteurs. Et pour les gouvernements consommateurs, comme la Belgique, c'est de vraiment mettre ses ressources aussi directement avec le petit producteur et pas uniquement dans ces choses de certification. Mais donc, j'espère que les gens qui ont signé la déclaration d'Amsterdam veulent faire évoluer le système et avoir, donc pas uniquement un RSPO, mais un certain nombre d'options par rapport à ça. Donc, voilà, je pense que c'est une très bonne question. Ouais. Juste encore peut-être un élément, parce que je voudrais peut-être un petit peu nuancer ce que j'ai dit tout à l'heure sur les alternatives. Jusqu'à présent, peut-être je me trompe, mais jusqu'à présent, quand on produit les plantations de palmiers à l'huile, c'est produire de l'huile de palme. Ouais. Mais juste de l'huile de palme. Alors que certaines autres cultures, par exemple l'huile de soja, on peut avoir des tourteaux de soja, etc., qui sont alors utilisés à l'alimentaire, mais pour le bétail, etc. Donc ça veut dire que la rentabilité n'est pas tout à fait la même, puisqu'il y a deux catégories, je dirais, de produits issus d'une même plantation, une même plante. Et donc, voilà. Donc, il faudrait peut-être un petit peu nuancer quand on regarde les rendements, vers quoi on va et qu'est-ce qu'on utilise par rapport à la plante elle-même. Tout à fait. Mais bon, le soja n'a pas une très bonne réputation non plus en termes de développement. Non, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup pour vos échanges et bien sûr, vous pouvez rester en contact. Apparemment, il y a beaucoup encore d'autres échanges possibles. Je vais passer la parole à d'autres auditeurs. Il nous reste à peu près 10 minutes. Je vais voir ici Martine Lassemilante. Vous m'entendez, Martine? Oui, je vous entends. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je vous entends. Vous pouvez vous présenter. Votre question, remarque? Oui, je suis de l'île Maurice. Donc, nous formons partie d'un waste collection company, social enterprise, et nous travaillons vers le zéro déchet en proposant du tri à la source qui n'existe pas à l'île Maurice. Nous sommes présents depuis 2014 sur le terrain mauricien. Nous travaillons beaucoup avec le gouvernement et aussi beaucoup avec le secteur privé et les individuels. Donc, ma question est, ça m'interpelle par rapport à l'huile de palme parce qu'ici à Maurice, nous avons une agriculture qui a été basée, qui était un de nos piliers, donc qui était la canne à sucre. OK? Et nous avions aussi des accords par rapport à la revente du sucre à un moment donné, parce que nous faisons partie du Commonwealth. Aujourd'hui, tel n'est plus le cas. Et donc, les champs de canne à sucre sont en train d'être transformés en propriétés immobilières qui parfois ne sont pas remplies, donc parce qu'elles sont vendues très cher.
Nous, dans notre organisation avec Belvert, nous travaillons à voir qu'est-ce qui serait possible justement pour garder le maximum nature et le ratio immobilier, développement et naturel en place. Et notre question serait, nous savons que la canne à sucre peut aussi être transformée en autre chose, donc c'est-à-dire provide, excusez-moi, je parle un peu anglais et français à la fois, subvenir à d'autres types de besoins, donc au lieu d'être complètement axé sur la production de sucre et de mélasse, mais aussi être transformé en production de papier et autre chose pour ralentir au niveau de la déforestation. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce dont je parle, mais dans ce cadre-là, est-ce qu'il y aurait, par exemple, comme vous disiez tout à l'heure, que vous accompagnez la Papouasie-Nouvelle-Guinée sur des réflexions et sur un business plan, un business model qui pourrait travailler à faire que ça devienne réalité, le développement durable au niveau de la fabrication d'huile de palme là-bas. Est-ce que dans un cadre de changement d'orientation de production au niveau de ce que la CAM pourrait offrir, est-ce que ça pourrait aussi se faire que le PNUD s'intéresse à un projet comme cela? Merci pour la question. Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'île Maurice, même si j'ai souvent aimé visiter le pays, et non plus de la canne à sucre, même si donc, dans la canne à sucre, par exemple, pour les autres participants, il y a une initiative similaire à Respio qui s'appelle Bon Sucro, qui définit des normes internationales de la durabilité de la canne à sucre au niveau social, environnemental et économique. Donc, il y a aussi ces critères, ces normes internationales qui existent déjà. Alors, et je suis aussi intéressé par ce que vous avez dit par rapport aux déchets, dont je ne suis pas du tout un spécialiste, mais que vous travaillez avec le gouvernement, le secteur privé, donc avec ce type d'initiative multi-parties prenantes, c'est ça la recette du succès. Et après 20 ans dans la durabilité, vraiment ce qui fait un changement et qui fait la différence, c'est quand tout le monde, il y a ces processus qui incluent tout le monde, et il y a cette balance entre le gouvernement, le secteur privé, la société civile et les producteurs, etc. Donc, c'est très bien que dans votre entreprise sociale, vous engagez le gouvernement et le secteur privé également. Donc, ça, c'est idéal. Par rapport au PNUD, nous, notre programme spécifique, on s'engage sur des matières premières et des problématiques qui ont un impact majeur, soit en termes de réduction de la pauvreté, soit en termes de croissance économique. Donc, on a des critères de voir comment on peut s'engager dans un nouveau pays, si vous voulez, comme on est une petite équipe. Et en général, il faut que ça soit la première, comme j'ai expliqué tout à l'heure, la première exportation du pays. Donc, si c'est la première exportation du pays, qu'il y a vraiment une demande du gouvernement, etc., nous, on est toujours intéressés d'appuyer et de voir ce qui se passe. Mais ça dépend d'un certain nombre de critères plus techniques pour voir si on peut appuyer ou pas. Je voulais juste revenir à la question de l'utilisation des terres, parce qu'elle disait aussi, il y a l'immobilier aussi qui utilise les terres, et puis la question se pose de continuer la canne à sucre ou de faire autre chose. Ouais. Je me disais de manière générale, ce qui est aussi une option en général qui peut être intéressante, c'est de diversifier. Et pour les petits producteurs, ça peut être aussi intéressant d'avoir de regarder aussi au niveau des marchés locaux. Et bien sûr, le revenu est peut-être moindre, mais ça peut aussi être intéressant. Des fois, il y a des marchés niches, de produits niches qui peuvent être intéressants. Je ne sais pas si, par exemple, la vanille, je ne sais pas si à l'île Maurice on peut en faire, mais enfin bon, il y a des recherches à faire, bien sûr, pour savoir comment ça peut être. Et ce qui est intéressant sur l'utilisation des terres, c'est que, par exemple, dans le travail qu'on fait dans ces différents pays, l'utilisation des terres est toujours une des problématiques majeures, parce que dans la plupart des cas, il n'y a pas de plan d'aménagement du territoire. Voilà. Dans la plupart des pays où on travaille. Donc, on doit définir avec le gouvernement, parce qu'on ne pourra pas travailler sur la durabilité
diminuer l'impact sur les forêts, etc., sans plan d'aménagement. Et donc, c'est souvent un des travaux majeurs qui doit être fait et qui est souvent très difficile parce que ça inclut tellement d'acteurs différents, soit au niveau national, mais au niveau des provinces, au niveau des départements, enfin, au niveau plus local. Et c'est vraiment une des composantes majeures du travail qu'on fait, c'est comment travailler sur l'utilisation du terrain. D'accord. Merci. Il nous reste à peu près 5 minutes. Je vais voir combien de personnes. En tout cas, une personne, on peut. Je vais essayer de donner la parole à Julien Brice. Vous m'entendez, Julien Brice? Oui, oui. Allô. Allô, oui, vous avez la parole. Vous pouvez vous présenter. Ok, moi c'est Julien Brice. Je suis étudiant et j'appelle depuis le Cameroun. Allô? D'accord, on vous écoute. Ok. Bon, je voulais dire, depuis le début de votre cours, je trouve le cours vraiment très intéressant. Et j'ai eu à travailler au niveau du Cameroun sur les projets RED+. Oui. Et vraiment, vous avez parlé tout à l'heure du problème de gouvernance. Je voulais avoir, s'il vous plaît, un peu plus d'éclaircissement là-dessus. Parce que vraiment, ici, chez nous, c'est vraiment un problème. Au niveau de la RED+, on a trouvé le problème de gouvernance comme une cause sous-jacente des déforestations. Cause des déforestations au niveau du Cameroun. Bon, en fait, je voulais avoir une question. Vous, comment vous définissez-vous au niveau du programme, au niveau de vos différents projets, le problème de gouvernance, s'il vous plaît? Excusez-moi si j'ai été un peu trop en question de gouvernance. Vous avez Merci. entendu, Nicolas? Oui, alors c'est une question très vaste, la question de la gouvernance, mais qui est essentielle. Parce qu'effectivement, si la gouvernance est une cause sous-jacente de la déforestation, comment on travaille avec ça, c'est une problématique majeure. Alors, la gouvernance est au centre de la réflexion, évidemment. C'est ça qui amène un projet vers le succès ou pas. Et je pense que la façon dont on travaille, c'est de travailler encore une fois dans cette question de multi-parties prenantes, où chacun est un peu, comment dire, le garde-fou de l'autre organisation. Donc, ce qu'on constate, en tout cas, quand on travaille sur les problèmes de matières premières ou de déforestation, c'est que la gouvernance, c'est dépendant d'un certain nombre de ministères. C'est jamais un seul ministère. C'est qu'on parle avec beaucoup de ministères différents qui ont des problèmes de gouvernance différents, qui ont un business case différent, qui ont des intérêts différents, etc. Et on remarque beaucoup de conflits entre les ministères de l'agriculture qui ne parlent pas au ministère de l'Environnement, ou le ministère du Planning qui n'est pas d'accord avec le ministère des Eaux et Forêts, ou le ministère des Eaux et Forêts qui n'est pas d'accord avec le ministère du Commerce. Donc, je pense que ce qui est important, c'est de mettre tout le monde à la table et d'avoir une discussion transparente. Et un des critères majeurs de tout ce travail dans ces plateformes nationales, etc., c'est la transparence. C'est d'être vraiment clair par rapport à quels sont nos objectifs, qu'est-ce qu'on veut atteindre, comment on va l'atteindre, etc. Et quels sont les problèmes, mettre les problèmes sur la table. Mais la gouvernance est au centre de toutes ces activités et du travail qu'on fait. Donc ça, c'est une question majeure. Je n'ai pas la réponse dans le détail, mais en tout cas, c'est au centre de notre action. Merci beaucoup. Nous avons le temps pour une dernière question avant de conclure. Je vais voir Monsieur Jean-Claude Mulunda. Est-ce que vous m'entendez? On vous écoute. Jean-Claude Mulunda? Non. Peut-être une dernière ici. Petro Timbal, vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends très bien. Voilà, vous avez la parole pour une question rapide. Oui, à propos de la déforestation zéro, comment travaillez-vous avec les gouvernements en ce
dans ce domaine. Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis, peut-être de quel endroit vous venez d'où? Vous m'entendez, Petro? Ah, je voulais poser une question à propos de la conception déforestation zéro. Comment travaillez-vous avec les gouvernements dans ce domaine? D'accord. Ok, c'est en général une des problématiques les plus importantes. Donc, c'est de définir. On doit définir un certain nombre de choses quand on parle de déforestation. Dans certains pays, on doit même définir ce qu'est une forêt, parce que pas chaque pays on définit ce qu'est une forêt en termes de taille des arbres, etc., de densité, etc. Donc, on doit définir ce qu'est une forêt. On doit définir si on parle de zéro déforestation, de zéro net déforestation, est-ce qu'on va aller travailler dans les zones dégradées, est-ce qu'on va planter dans les zones dégradées, ces questions dans cette slide que j'ai présentée de haute conservation, haute valeur de conservation, haute teneur en carbone. Donc, toutes ces questions sont sur la table. Alors, le problème de départ, c'est qu'il y a des engagements au niveau international qui sont parfois confus. Donc, toutes ces entreprises, comme je l'ai présenté, parlent on va s'engager à arrêter la déforestation. Mais si on regarde dans le détail, chaque entreprise a des critères différents pour dire qu'est-ce que c'est la zéro déforestation, etc. Donc, il y a un certain nombre d'organismes actuels qui essayent de mettre de coordonner un peu tous ces engagements pour être sûr que tout le monde parle de la même chose. Mais donc, pour faire le lien avec le marché international, on doit travailler avec les gouvernements pour dire ces entreprises s'engagent par exemple sur la zéro net déforestation ou zéro déforestation, qu'est-ce que ça veut dire, comment on le fait. Donc, dans l'exemple spécifique de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, quand on définit cette politique, donc j'ai parlé qu'on essayait de mettre en place une politique nationale sur l'huile de palme durable, qui va prendre un certain nombre de hauts principes, sur la durabilité. Et le premier principe qu'on a discuté, c'est est-ce qu'on veut atteindre un principe de zéro net déforestation ou de zéro déforestation pour le secteur et à partir de quelle année? Donc, on doit mettre aussi une échéance dans ces principes de zéro déforestation. Alors, dans un pays comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée avec 80% de forêt, ça va être très difficile de mettre un principe de zéro déforestation, puisqu'il y a les impératifs de développement qui sont discutés évidemment avec le gouvernement. Dans d'autres pays, ou des pays qui s'engagent déjà depuis de nombreuses années sur la durabilité, ils vont s'engager sur des principes de zéro déforestation. Mais un pays comme donc en PNG, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on s'est mis d'accord que ce serait la zéro déforestation, zéro net déforestation. Alors, la prochaine étape, c'est de définir exactement avec tous les partenaires qu'est-ce que ça veut dire qu'on exclut ces forêts, quelles forêts sont exclues, quelles forêts ne sont pas exclues, etc. Donc, c'est une problématique qui est très technique, où il y a beaucoup de définitions et beaucoup de gens qui essayent de mettre en commun les définitions, mais ce n'est pas facile, car beaucoup de gens sont engagés là-dessus. Merci beaucoup, Nicolas Petit, pour la présentation, les discussions. Merci beaucoup à tous les auditeurs. Vous avez été 31 à être présents aujourd'hui avec des participants. Je n'ai pas pu donner la parole à tout le monde, malheureusement. Mais vous êtes tous invités à poser des questions par écrit, soit ici ou alors sur le site conservationtraining.org, c'est le site sur lequel nous avons le cours en ligne. De plus, n'hésitez pas aussi à poster des informations ou des questions sur le NBSAP Forum, dans lequel vous devez aussi être inscrit. Nous allons finir la session. Je remercie tout le monde pour la participation et bonne continuation pour donc les 2 semaines à venir pour terminer le cours. Continuez aussi à participer au forum de discussion et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. En tout cas, merci encore une fois Nicolas et puis à une prochaine. Merci à tous.